Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans l'Effet Pangolin, le talk du Festival Atmosphère, un lieu où dialogue en toute liberté la science, l'art et le militantisme. Alors, vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder et on vous en remercie. N'hésitez pas, bien sûr, à partager sur l'ensemble des réseaux sociaux, à liker également et à vous abonner à notre page Facebook ainsi qu'à notre chaîne YouTube. Alors, aujourd'hui, malheureusement, Frédéric Sigrist n'est pas avec moi. Il n'a pas pu se libérer pour participer à ce 11e épisode, mais rassurez-vous, il reviendra dès la semaine prochaine, toujours aussi pertinent et toujours aussi acerbe. L'émission d'aujourd'hui va s'intéresser à un sujet dont on entend beaucoup parler avec trois amis du Festival Atmosphère. Ils sont convaincus qu'un mode de décision différent de celui que l'on a actuellement dans nos sociétés peut nous amener vers un monde plus vertueux, un monde meilleur. Il s'agit de l'intelligence collective. Et notre grand témoin du jour est un physicien, délégué scientifique français au Conseil du CERN à partir de 2003. Il en a été président de 2010 à 2013. Le CERN, il va nous expliquer dans un instant ce que c'est, mais si je dois résumer, c'est un organisme international qui a créé un accélérateur de particules de 27 km de circonférence. Ça, c'était en 2013. Et cette machine concerne 20 000 utilisateurs de 60 pays. Donc, vous imaginez bien que l'intelligence collective, il sait ce que c'est. Il est aussi président de l'Association mondiale des physiciens et membre du conseil scientifique du Festival Atmosphère. Michel Spiro, bonjour. Bonjour. J'ai pas dit de bêtises jusque-là, Michel? Non, ça va, je préciserai par la suite. Mais je vous en prie, vous savez que vous me mettez la pression quand même, hein, parce que là, c'est résumer toutes ces choses. Le CERN, donc organisme international avec des scientifiques et des politiques, c'est ça? Oui, donc le CERN, c'est une communauté mondiale, hein, comme vous l'avez dit, de 20 000 personnes de 60 pays, connectées à une organisation internationale, elle, très structurée. La communauté est autogérée, donc c'est vraiment l'intelligence collective autogérée, connectée à une organisation internationale structurée, pilotée par un conseil qui ressemble un petit peu au GIEC, vous savez, pour le climat. Chaque État est représenté à la fois par un diplomate, souvent c'est un ambassadeur, et un scientifique. Et cet ensemble, la communauté plus l'organisation internationale, a permis de construire cet anneau de 27 km de circonférence dans lequel se produisent des collisions de protons et de découvrir la particule qui était recherchée depuis maintenant 40 ans. C'est une aventure sur 50 ans pratiquement. Donc c'est une aventure collaborative et sur le long terme et autogérée. Donc c'est quand même assez rare. Et ça a permis de découvrir le boson de Higgs qui a fait un peu la une en son temps, en 2013, qui est vraiment un nouveau palier de la connaissance au niveau de la compréhension de la matière. Cette communauté fonctionne avec une hiérarchie plate et elle est connectée à, comme je l'ai dit, à une organisation très structurée. Et ce modèle-là, à mon avis, qui est à la fois top-down et bottom-up, pourrait servir de modèle peut-être pour d'autres enjeux que sont la biodiversité, on va en parler, voire le climat, certainement ça contribue à la paix parce que ça fait travailler des gens de tous les pays pour un idéal commun. On va en parler de cette fameuse intelligence collective au sein de cet organisme. Rien que tout ce que vous m'avez dit là, ça m'a un peu filé le vertige. J'imagine quand même que vous avez dû en enchaîner des réunions et pas qu'un petit peu. À vos côtés, une réalisatrice et productrice avec sa société de production Lato Sansu. Elle a réalisé une série de 4 documentaires pour Ushuaïa TV. Un autre chemin, un autre choix de vie en autonomie. Elle est partie vivre avec des personnes ayant décidé de changer de vie. Bonjour Muriel Barra. Bonjour Sébastien. Comment allez-vous? Pas mal, merci. Alors, ces 4 épisodes traitent de retour à la nature, d'autonomie énergétique, alimentaire, d'éducation, d'intelligence collective. Cette idée de gouvernance partagée est en filigrane dans toute la série, notamment dans le 4e épisode, l'apprentissage de l'autonomie. Et je vous propose de regarder tout de suite le teaser de ce 4e épisode. Il y a quelqu'un ? Ici, on est prêt à tout remanier et à repenser la société, à repenser le monde, à repenser notre vie ici selon notre propre réflexion. Que chacun puisse être qui il est et faire ce qu'il a envie de faire tout au long de la journée. Accorder la liberté à tous, quel que soit son âge, quelles que soient ses aspirations, ses compétences, et peu importe. Donc voilà, c'était vraiment notre valeur première en fait. Cette liberté individuelle permet le collectif, ça permet d'être bien dans ses bottes et ça permet aussi de le partager avec d'autres. On redevient complètement l'acteur principal de sa propre vie. Merci. C'est le moment de l'Agora Pop.
venir discuter une demi-heure d'un sujet qui nous concerne tous. Aujourd'hui, c'est peut-on apprendre sans enseignant? On va continuer de montrer que c'est possible. Si nous, on est heureux en faisant ce qu'on fait, que ça inspire, ce sera génial. Voilà donc une série intégralement réalisée, produite, tournée, montée en totale autonomie par Muriel Barra, qui là a vraiment fait toute seule. Vous êtes donc parti à la découverte de ces 4 histoires. Il y a 4 épisodes et on peut dire qu'en fin de compte, le point commun de ces 4 histoires que vous avez racontées, c'est vraiment que la chaîne de décision collective est une clé de ces nouveaux modèles de société. Oui, alors là, du coup, après Michel, on va revenir à une échelle beaucoup plus locale, concrète, terre à terre. Alors, il y a beaucoup de points de commun, en fait, qui lient toutes ces histoires. La première, c'est en fait une union, une association de personnes, en fait, qui partagent une même conviction. C'est qu'on est arrivé au bout d'un système et qu'il va falloir très vite en inventer un autre, en fait, quoi. Donc, ensemble, ils ont choisi de faire de leur vie des laboratoires et ils réinterrogent, en fait, tout ce qui constitue notre vie au quotidien, c'est-à-dire notre alimentation, notre approvisionnement en énergie, notre habitat, notre éducation. Et ensemble, donc à très petite échelle, ils essayent de créer cette intelligence collective en ayant, je pense, conscience que ce n'est pas quelque chose de magique et que en fait, ça ne peut se faire qu'à partir d'une addition d'intelligence individuelle, on va dire. Donc, chacun motivé par cette envie de vivre différemment en respect de l'homme et de la nature, en fait, ils cassent les codes, ils réinventent la vie et c'est absolument réjouissant. Et enfin, un entrepreneur engagé qui est avec nous également, il est convaincu que la démocratie commence par la conversation et croit à l'intelligence de tous et à la responsabilité de chacun pour réinventer un monde qui reste à hauteur d'homme. J'ai pris ça sur sa page LinkedIn, mais je trouve que c'est très bien dit et c'est un très beau résumé. Il a créé des outils de prise de décision à grande échelle. Sa société BlueNov a notamment analysé les 4 millions de verbatim du grand débat organisé par le gouvernement, le grand débat national. Antoine Brachet, bonjour. Bonjour, ravi d'être avec vous. Et ravi également de vous accueillir. Alors justement, j'ai été voir votre profil LinkedIn et il est écrit Executive Director at BlueNov. Donc là, ça c'est très pragmatique. Hein, c'est votre métier. Et puis votre mission de vie, allumer et rallumer les soleils humains. Ça, je trouve ça très beau. Il faut de la poésie aussi pour imaginer le monde de demain. Ah, on vous entend plus? Antoine? Est-ce que vous m'entendez? Ah, voilà, oui, tout Voilà. à fait. Non, je disais juste qu'effectivement, certains amis me plaisantent à ce sujet, mais je crois vraiment à ce que j'ai mis. On travaille beaucoup, effectivement, j'ai forgé beaucoup de convictions autour de l'intelligence collective et je suis ravi d'être là, disais-je, parce que en écoutant Michel et Muriel parler, je m'aperçois qu'on a beaucoup de convictions communes et qu'on est très complémentaires dans l'approche. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui était dit sur le mix entre le bottom-up et le top-down. On essaie de trouver un peu la voie du milieu. Il y a aussi la question de l'échelle, et nous, on essaie de travailler à grande échelle, là, en l'occurrence chez BlueNov, dans des organisations un peu massives. Et sur le rallumer les soleils humains, en fait, nous, notre définition de l'intelligence collective, c'est comment est-ce qu'on est capable de résoudre des problèmes complexes en un temps court avec beaucoup de gens. Il y a 2 choses. Il y a quels sont les contenus qu'on arrive à créer. Et puis, il y a aussi les gens qui s'activent et qui se mobilisent et qui s'engagent dans la durée. Et en fait, la conclusion à laquelle je suis parvenu, ce qui fait que j'ai écrit ça sur LinkedIn, c'est qu'en fait, notre boulot, c'est surtout de s'assurer que les étoiles rebrillent dans les yeux des gens avec lesquels on travaille. Et ensuite, c'est plus notre boulot. Une fois que les étoiles rebrillent dans les yeux, en fait, il va se passer plein de choses, desquelles d'ailleurs on n'est pas forcément garant ou on ne sait pas exactement ce qui va se produire. Mais en tout cas, les gens vont s'engager et aller dans cette direction-là. Et les gens étant des adultes, hein, c'est aussi une des bases de la démocratie, hein, c'est de considérer que chacun est un adulte, auront sans doute plein de belles choses à faire pour faire avancer les choses. Enfin, donc je suis tout à fait en accord avec mon rallumer les soleils humains.
Et je trouve ça très très beau et en effet, il faut mettre aussi de la poésie dans la vie. Il n'y a pas seulement des dangers qui nous pendent au-dessus de la tête, il y a aussi besoin de mettre un petit peu de couleur et de la beauté là-dedans. Alors Michel Spiro, parlons donc de votre travail au sein du CERN, hein, 60 pays, 20 000 participants, politiques, scientifiques, comme vous le disiez. Faire fonctionner tout ce monde ensemble ne doit pas être très simple. À quel défi vous avez été confronté, Michel? Bon, d'abord, il faut se mettre d'accord sur une stratégie. Là, c'était une aventure sur 50 ans. Ça a commencé dans les années 80, lorsqu'on s'est aperçu que pour comprendre la matière, il y avait une pièce qui manquait, qui était l'existence ou non du fameux boson de Higgs. Et donc, la communauté a travaillé ensemble pour proposer un projet d'un anneau de 27 km de circonférence dans lequel on ferait rentrer en collision des protons de la plus haute énergie possible, pour que cette énergie se transforme en masse, hein, c'est la relation E égale mc2 d'Einstein, et qu'on soit capable de produire ce boson de Higgs. Donc c'est remonté aux États qui sont membres du Conseil du CERN, et donc les politiques et les scientifiques ont reçu ce message de la base, de la communauté, que c'était dans cette direction qu'il fallait aller, et ont décidé dans les années 90 que oui, on approuvait ce projet. Il a fallu environ 20 ans pour construire la machine, l'anneau, qu'on appelle le Seigneur des Anneaux, et la fameuse communauté, la communauté de l'anneau, a pu commencer à travailler dessus à partir de 2010, et en 2013, le boson de Higgs était découvert, et elle va continuer à travailler dessus jusqu'en 2035-2040. Donc on est dans des échelles très longues, où, comme j'ai dit, la communauté est autogérée, elle élit ses représentants, ses porte-paroles, elle prend les décisions de manière démocratique, et c'est vrai que ces décisions, malgré tout, elles ne sont pas faciles à prendre. Il y a des équipes donc, dirigeantes par rotation, par élection, et il y a plusieurs idées qui arrivent, et à un moment, il faut choisir est-ce qu'on va aller par exemple dans cette direction ou aller dans une autre direction pour un certain type de détecteur qui va permettre de voir le boson de Higgs. C'est un grand appareil photo qui est fait d'un tas de pièces. Plusieurs personnes travaillent sur différentes possibilités pour ces pièces, et à un moment, il faut décider. Et cette décision est prise de manière collégiale, et il faut remotiver les gens pour lesquels leur idée n'a pas été retenue. Et ça, c'est un travail extrêmement difficile, qui exige énormément de réunions, de discussions. C'est sûr que ça met longtemps, mais par contre, ça permet de favoriser l'émergence des idées les meilleures et de les faire accepter par tout le monde. Bon, il y a toujours des gens qui restent sur la route en étant déçus et qui ne veulent pas continuer, mais dans l'ensemble, c'est une démarche qui fonctionne et qui permet de faire les choses au mieux, avec un objectif partagé, un code de conduite auquel chacun doit souscrire, donc tout un système qui permet de mettre en réseau tout le monde, de sorte que toute l'information soit partagée. Ce n'est pas par hasard que le web est né au CERN, hein, c'est justement pour pouvoir faire travailler toute cette communauté. Et on partage à la fois l'anneau, mais également les moyens de calcul, le stockage des données. Chacun, depuis qu'il soit en Inde ou aux États-Unis, a accès à toutes les données et peut valoriser ses idées, même si elles ne seront peut-être pas forcément retenues. Donc c'est un système. Pardon Michel, mais justement pour mettre en place ce genre de fonctionnement, pour que tout le monde arrive à être d'accord, en tout cas qu'on arrive à un consensus, vous le disiez, il faut des règles, un code de conduite partagé. C'est-à-dire, quel est ce code de conduite? Alors d'abord, le code de conduite, c'est le respect de la diversité, hein, parce qu'il faut bien voir que on a des gens de tous les pays géographiques, de toute religion, de toute culture, de toute couleur. Et la première chose, c'est qu'il faut que chacun reconnaisse que la diversité, c'est un plus, ce n'est pas un handicap. C'est extrêmement important d'avoir des gens qui ont eu une formation différente et une histoire différente. Ça enrichit le potentiel de créativité. La deuxième valeur, évidemment, c'est de reconnaître la créativité et la reconnaissance par les pairs. La reconnaissance par les pairs, c'est le fait qu'on met en place des systèmes qui permettent de juger, d'évaluer ce qu'on fait chacun et de retenir le meilleur d'entre eux. Et donc, souscrire à tout ce système de prise de décision, c'est ça le code de conduite qui est mis en place. C'est une espèce de constitution, hein. C'est une espèce de constitution au niveau des chercheurs et des ingénieurs. Et ça permet, donc on a bien sûr des médiateurs hein, dans ces collaborations. Il n'y a pas de justice au sens puisque chacun vit dans son laboratoire et dans son pays différent.
mais il y a des médiateurs qui permettent d'atténuer les conflits qui résultent des décisions qui sont prises. Vous parliez tout à l'heure dans la présentation, au tout début, de hiérarchie plate. J'avais jamais entendu ce mot hiérarchie plate, même si j'imagine à peu près ce que ça peut être. Mais... c'est le principe d'un peu de l'autogestion. C'est-à-dire la hiérarchie plate, c'est qu'on élit des dirigeants qui prennent des décisions, mais chacun des 20 000 a accès pratiquement en direct par mail ou par téléphone ou par les moyens numériques à ces dirigeants. Il n'y a pas trop d'échelons intermédiaires, si je puis dire. La deuxième chose, c'est qu'on voit bien à travers ça, c'est qu'on favorise à la fois la collaboration, puisqu'on collabore pour un but qui était commun, qui est la fameuse découvrir le boson de Higgs. C'est d'ailleurs le critère, compte tenu des ressources limitées, c'est le critère qui permet de prendre des décisions les meilleures, c'est-à-dire aller dans le sens du but partagé avec des ressources minimales, si possible. Mais en même temps, il y a une très forte émulation, entre les différentes idées, on va être obligé de prendre des décisions et choisir et reconnaître par les pairs ceux qui sont les meilleurs. Donc cette combinaison de collaboration et d'émulation, on a utilisé maintenant baptisé le terme coopétition, qui a l'air d'avoir rencontré un grand succès lorsqu'on parle non seulement le père du web, mais le père de la coopétition. La coopétition, donc, c'est un mélange de coopération et d'émulation. Et donc, j'aime bien, vous dites coopération et émulation et pas compétition d'ailleurs, alors que dans coopétition, il y a quand même la fin de compétition. Oui, vous préférez dire émulation. Je préfère dire émulation parce que c'est quand même, non seulement c'est une hiérarchie plate, mais il y a pratiquement les différences de salaire entre les gens reflètent plus les différences de salaire entre les pays, mais pas tellement entre les gens eux-mêmes. Et donc, on n'est pas dans un modèle compétitif pour le profit, c'est un modèle émulatif parce que c'est la reconnaissance par les pairs qui est l'enjeu suprême. Bon, évidemment, le prix Nobel, c'est le Graal, mais avant d'en arriver là, il y a tout un tas de reconnaissances qui sont les responsabilités qu'on va prendre dans la collaboration, éventuellement des prix et des choses comme ça, qui sont des prix qui ne sont pas des prix au sens qu'ils sont rémunérés, mais ils sont essentiellement gratifiants. Alors justement, ça règle tous les problèmes d'ego, parce que j'imagine qu'à un moment donné, quand on est autour de la table et qu'on propose des choses… Ça ne les règle pas tout. Mais ça permet quand même, en partageant un idéal, alors est-ce qu'on pourrait l'extrapoler aux grands défis mondiaux? Là, on est dans un grand défi mondial qui est la connaissance fondamentale. Là, ça marche. Même s'il y a des querelles d'ego, je peux vous dire qu'elles sont quand même assez fortes. Et il faut des médiateurs pour arriver à s'en sortir. Mais est-ce que ça peut s'extrapoler à des enjeux climatiques ou biodiversité où les intérêts économiques entrent en jeu, ce qui n'est pas trop le cas pour le CERN, et où la parole doit être donnée aux citoyens qui ont pour les grands défis mondiaux? C'est sûr que le CERN, pour l'instant, c'est quand même une communauté de chercheurs et d'ingénieurs. Et donc, l'extrapoler à tous les citoyens et au monde des entreprises demanderait pas mal de travail, mais je pense que c'est quand même une piste à explorer. Je pense qu'Antoine va nous en parler dans un instant, parce que lui, il a évidemment une idée là-dessus. C'est le sujet de son travail. Même autour du CERN, les entreprises constituent un second cercle, parce que c'est un joyau de technologie, le CERN. Cet anneau, il est fait d'aimants supraconducteurs, refroidis par de l'hélium superfluide, avec des milliards de pixels. Du point de vue quantité de données, c'est autant que les télécommunications dans le monde, pratiquement, à gérer. Donc, les défis technologie, et derrière, c'est quand même les entreprises qui les assument. Mais elles sont là en pourvoyeur, et donc elles interviennent, mais je pense que dans la prochaine étape, il faudra les intégrer dans cette stimulation. C'est plus compliqué. Alors, avant de parler de l'aspect économique, vous disiez qu'il y avait aussi des politiques au sein du CERN, donc il y a quand même, j'imagine, avec 60 pays, même si on n'est pas dans des enjeux financiers et économiques importants, il y a quand même des enjeux géopolitiques, j'imagine. Oui, bien sûr. D'ailleurs, vous nous dites que ça dure depuis 40 ans, donc si je fais un petit calcul, on est pratiquement à la fin de la guerre froide, en tout cas à la chute du mur de Berlin quand le CERN naît. Donc il y a quand même des enjeux qui sont… Oui, alors c'est vrai qu'avant les années 80, c'est-à-dire avant cette mobilisation mondiale pour la recherche du boson de Higgs, il y avait une compétition entre les États-Unis, l'URSS à l'époque, et l'Europe. Et depuis, pour cette quête-là, les trois se sont mis d'accord, ça se fera au CERN à travers la mécanique du CERN,
cette communauté, et la Chine d'ailleurs a rejoint. Donc on est arrivé à surmonter, par une organisation internationale mondiale, à surmonter les différences géopolitiques. Ceci dit, les pays sont présents et les intérêts des pays à travers leurs entreprises, c'est là où on voit les entreprises qui sont en deuxième cercle, les intérêts des pays pour contribuer à placer leur entreprise dans ça a été quand même des milliards d'euros. C'est environ une dizaine de milliards d'euros, cette aventure. Donc, bien entendu, c'est des dépenses qui ont été faites pour payer des entreprises pour faire une partie du travail, même si les prototypes ont été faits par les chercheurs. Et donc, il y a quand même des enjeux économiques qui font que les politiques interviennent, mais toujours couplés à leurs scientifiques de chacun des pays, un peu comme pour le GIEC et le climat. Et d'ailleurs, pour la biodiversité aussi. C'est intéressant tout ce que vous dites. En fait, vous êtes des diplomates, au sens où on l'imagine nous, sauf que vous êtes vraiment sur quelque chose autour de la connaissance, autour de la science, mais c'est vraiment de la diplomatie que vous faites. Oui, et je pense qu'on contribue fortement à la paix. Moi, je souhaiterais que le CERN ait le prix Nobel de la paix, parce que faire travailler ensemble l'Iran et Israël, même la Palestine est reconnue, d'avoir l'Inde et le Pakistan dans cette aventure ensemble, je pense que c'est quand même pas courant. Il y a peut-être la musique qui arrive à réunir aussi un peu des pays comme ça, mais je pense que c'est une aventure qui concerne un enjeu majeur de la connaissance, des milliards d'euros, et qui fait participer à l'avancée de la technologie. Donc, moi, je milite pour le prix de la paix, le prix Nobel de la paix pour le CERN. Très bien. Nous sommes, j'imagine, 4 déjà à militer aussi pour. Vous avez déjà 3 signataires qui vous rejoignent. Muriel, Antoine, une réaction par rapport à ce que vient de dire Michel. J'ai l'impression que le partage de connaissances, c'est quelque chose qu'il y a en commun dans tous les exercices de démocratie participative, que ce soit au niveau des citoyens, dans les films que vous avez réalisés, et les communautés que vous avez rencontrées, Muriel, ou vous, Antoine, dans vos exercices de démocratie participative à très grande échelle, la connaissance, le partage et que tout le monde soit au même niveau. Ça, c'est une des clés aussi, j'ai l'impression. Muriel ? Oui, là, on part sur une échelle qui est quand même bien loin de la mienne. Après, je sais pas, c'est effectivement, l'exemple du CERN, c'est un exemple extraordinaire d'intelligence. L'intelligence collective. Moi, je demanderais bien, Monsieur Spiro, quelles seraient pour vous peut-être les limites d'une intelligence collective quand on parle scientifique, parce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui est en train de se tramer, qui arrive devant nous, qui est lié à une forme d'intelligence collective aussi qui réunit tous les pays, mais malgré, il y a pas mal de scientifiques qui s'y opposent, qui s'appelle la 5G, et là on se rend compte que cette forme-là d'intelligence collective va peut-être nous faire basculer dans quelque chose qui va être d'une dimension absolument terrifiante, quoi. Donc je voulais savoir pour vous où se situe en fait, quel est l'élément, quelle serait la limite à cette intelligence collective qui ferait qu'on basculerait de quelque chose de positif à quelque chose de négatif en fait. Est-ce que c'est la dimension économique? Est-ce que c'est la dimension politique? Est-ce que c'est... Il y a deux freins. Par exemple, en ce moment, évidemment, on essaye de promouvoir le modèle du CERN pour l'Organisation mondiale de la santé, en liaison avec la recherche des vaccins. Vous avez vu que, en écoutant un peu ce qui se passait, il y a quand même des divisions assez profondes, à la fois entre les États et entre les scientifiques, pour aborder ce problème qui pourrait être normalement un bien public mondial, le vaccin contre le Covid-19. Et donc là, on voit bien les freins. Les freins, ils sont, bien sûr, il y a, comme je l'ai dit, il y a les égos des scientifiques. Bon, on en a vu s'exprimer quelques-uns au cours de ces derniers mois, mais ce n'est pas ça le plus important. Là, on arrive encore à gérer ça. Il y a derrière, effectivement, les intérêts économiques. Je l'ai dit pour le CERN aussi, les États quand même défendent leur entreprise, mais pour un vaccin, les enjeux sont encore, surtout un vaccin mondial, sont encore beaucoup plus importants. Et donc, les enjeux économiques sont un peu déstabilisants pour l'intelligence collective. Et puis ensuite, il peut y avoir aussi, et ce n'est pas facile à éviter, des effets néfastes même les scientifiques, ils sont sensibles des effets de mode, qui peuvent aller dans une direction qui n'est pas forcément la bonne. Il y a des effets de contagion d'idées, qui peuvent être parfois, on le voit même au CERN, donner l'impression d'un consensus
qui est un faux consensus parce qu'il y a eu une personnalité trop ou un pouvoir convictionnel trop fort exprimé dans un sens qui n'a pas permis à l'esprit critique de s'exprimer réellement. Et donc, il y a toujours le risque c'est un peu comme les mouvements de foule, hein, c'est un peu la même chose. Vous pouvez avoir une adhésion qui n'est pas fondée forcément sur la réflexion de chacun, mais qui est un mouvement collectif qui peut ne pas forcément être bon. Donc il y a des travers dans le collectif qu'il faut maîtriser. Et puis bien sûr, il y a les enjeux économiques. Donc voilà, en quelques mots. Mais probablement Antoine connaît sans doute, Brachet connaît sans doute beaucoup mieux ça, parce que pour les entreprises, c'est sans doute quelque chose d'encore plus fondamental. C'est ces travers qui peuvent exister dans l'intelligence collective. Mais pour l'instant, le CERN a surmonté ça. Antoine Brachet, votre réaction déjà à cette première partie autour du CERN et tout ce que vous avez entendu? Déjà, je suis fasciné parce que je ne connaissais pas suffisamment effectivement cette histoire et vous l'avez dit, je signe à deux mains pour le prix Nobel de la pêche. Je suis fasciné par cette aventure et je vais essayer d'en savoir encore un peu plus après. En réaction, oui, pas mal de choses. Je suis assez d'accord avec beaucoup de choses qui ont été. Mon sentiment sur ces questions d'intelligence collective, c'est que on est encore un peu des enfants face à ça. Et ce qui explique les limites qu'évoquait Michel. C'est comme si on devait gravir une grande montagne, je sais pas, l'Everest, et puis là, on est au premier camp de base. On commence à comprendre un peu comment tout ça fonctionne. Le premier camp de base, c'est déjà pas mal. Hein. Moi-même, je suis pas sûr d'être capable de l'atteindre si je devais aller au sommet de l'Everest. Mais néanmoins, il y a encore des choses à apprendre. Et un des éléments que mettait en avant Michel qui me semble pertinent, c'est la question de l'ego. L'ego, je suis d'accord avec les trois freins qui étaient évoqués, mais la question de l'ego, parce qu'en fait, toute la question de l'intelligence collective, je pense vraiment qu'elle est capable d'identifier effectivement des solutions nouvelles. On peut aussi avoir des méthodes, y compris des guides de bonne pratique, une constitution, etc., pour s'assurer que ce n'est pas des effets de mode, mais qu'on identifie vraiment les meilleures solutions et les meilleurs porteurs de cette solution à un instant donné. En revanche, si on essaie vraiment de faire avancer la réflexion, il faut que derrière, dans la prise de décision, il y ait une forme de lâcher-prise et d'acceptation de perte de contrôle. Et là, j'en reviens effectivement à la question de ce qui se produit quand un certain nombre d'intérêts économiques sont en jeu. Si je suis un dirigeant d'entreprise, si je suis un dirigeant d'une nation et que je me mêle d'intelligence collective, si par hasard j'ouvre justement une conversation, hein, vous citiez ceci au début en parlant de moi, c'est une citation de John Dewey, Democracy starts in conversation. Si j'essaye de lancer ça, à ce moment-là, dans le guide de bonne pratique initiale, dans la consigne initiale, il faut que j'accepte de perdre le contrôle sur les points de sortie. Et donc, j'en reviens à cette question de l'ego. La question de l'ego, c'est de se dire, je vais consulter un certain nombre de personnes qui sont d'origine variée, de nationalités variées, etc., etc. Et ensuite, peut-être que des solutions vont émerger que moi-même, en tant que dirigeant, je n'aurais pas anticipé initialement. Comment est-ce que j'accepte de prendre en compte ces éléments-là ? Je ne suis pas forcément censé tout prendre en compte. Peut-être que je peux dire que je vais prendre en compte une partie, mais en tout cas, les règles du jeu doivent être claires dans la manière dont je vais prendre en compte. Et peut-être également, d'ailleurs, devoir me justifier de ce que je ne prendrais pas en compte dans ce qui aurait été exprimé. Donc, cette question de l'ego, pour moi, est fondamentale. Et j'en reviens, et je boucle là-dessus. Ensuite, il y a plein de champs à explorer encore ensemble. Hein. Mais avec cette question de l'ego, c'est... comment, et au fait qu'on est au premier camp de base, c'est que nous, même en tant qu'hommes, on doit accepter justement de se libérer cette partie-là. Et je termine avec un exemple. Comment est-ce que j'ai rejoint BlueNov ? C'est parce que j'avais lancé le projet d'un candidat fictif à la présidentielle en 2017. Ce candidat, il s'appelle Julien Le Tailleur. Il était en fait issu d'un roman que j'avais écrit, que je n'ai pas publié parce que je suis trop feignant pour ça, malheureusement. Et en fait, pourquoi est-ce que j'ai fait ce projet ? Parce que ce personnage est virtuel. La tête de Julien Le Tailleur était composée de l'ensemble des personnes qui participaient au projet. Ubisoft derrière, si vous participiez, Muriel, Sébastien, Michel, eh bien, vous aviez votre tête à l'intérieur du personnage. Et l'idée, et les médias ne le comprenaient pas, c'était de dire non, c'est pas un fauné, c'est pas une personne qui va être candidate à présidentielle, c'est une personne qui représente, c'est un porte-voix global. Et les médias, en l'état d'espèce, ça a commencé à faire un peu de bruit, il y a des sondages, etc., ne comprenaient pas. Ils disaient oui, mais derrière ce personnage, c'est vous, monsieur Brachet, je sais pas. Non, ce n'est pas moi.
On essaie de prouver un modèle dans lequel il n'y a pas justement une récupération individuelle d'un objectif défini par une communauté collective. Ça n'est qu'un laboratoire, c'est pas aller non plus extrêmement loin, mais c'était ça qu'on essaie de mettre en avant, c'était justement d'essayer d'avancer sur cette question de l'ego. Une réaction, Michel Oui, je voudrais ajouter que je pense que dans l'intelligence collective, les femmes devraient jouer un rôle beaucoup plus important qu'elles ne le jouent jusqu'à présent. C'est à mon avis, elles ont tous les atouts pour jouer un rôle majeur. Le CERN est actuellement dirigé par une femme, Fabiola Gianotti, alors qu'il y a la proportion de chercheurs physiciennes est très faible. Elles ont assez naturellement justement cette capacité de passer par-dessus leur ego et d'être beaucoup plus ouverte à l'aspect collaboratif et le bien commun. Donc, je pense qu'il faudrait les écouter beaucoup plus. J'aimerais bien écouter beaucoup plus Muriel. Je comptais m'intéresser au travail de Muriel. Vous êtes d'accord avec ça, Muriel, que quand on est une femme, on a moins de problèmes d'ego que quand on est un homme? Alors là, c'est la question piège. Je suis obligé de vous la demander, d'autant que vous êtes la seule représentante sur cette mosaïque. Et je précise malgré tout, avant qu'on me tombe dessus sur les réseaux sociaux, vous pouvez compter, on est au 11e épisode, j'ai réussi à respecter la parité. Il y a des émissions, il y a plus de femmes que d'hommes, donc voilà, ça y est, la parenthèse est close. Muriel. Oui, c'est une question piège, de le discours d'actualité, je ne sais pas, je crois que il n'y a pas de monopole de la bêtise, quoi, autant chez les hommes, chez les femmes, et les problèmes d'ego, on les retrouve des deux côtés. Alors, il se trouve qu'il y a beaucoup de milieux, on parlait du milieu de la science, moi je peux vous parler du milieu du média, je côtoie beaucoup plus d'hommes. Donc globalement, effectivement, je suis beaucoup plus confrontée aux égos masculins que féminins, mais encore une fois, je pense qu'on partage largement ce genre de bêtises parce que c'est juste humain en fait, quoi. Et si je peux juste faire ce petit parallèle, moi, par rapport à ce que j'ai vécu, où on change encore une fois d'échelle, on revient vraiment sur des très petites échelles, très locales, quand j'ai suivi, je me suis intéressée au parcours de ces villages, éco-villages, communautés qui vivent, qui s'associent pour pour imaginer un monde nouveau et qui s'assemblent avec cette projection de partager l'intelligence collective. Alors on parle de quelque chose au départ qui s'appelle le précieux facteur humain, c'est-à-dire que chaque individu a cette intelligence collective qu'on va partager et ce sera cette intelligence individuelle qui fera au final une intelligence collective. Et puis dans certains exemples, alors heureusement pas tous, mais ce précieux facteur humain, au fil du temps, devient le putain de facteur humain. Et puis c'est juste ça, en fait, on reste des humains avec des égos, qu'on soit des hommes, qu'on soit des femmes, et puis que ce soit dans le milieu de la science, que ce soit dans l'économie, que ce soit à très petite échelle pour créer un village, parfois ça tombe à l'eau, et puis parfois ça marche. Alors qu'est-ce qui fait que la magie parfois s'opère, et puis parfois on reste juste des humains, ça je ne saurais pas trop vous dire en fait. Et ce que l'on note dans ce que vient de dire Antoine Brachet, c'est cette notion de lâcher prise qu'a dit également Michel Spiro, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut accepter en effet d'écouter, d'être dans le dialogue. C'est ce que vous avez pu noter, oublier ses habitudes, pas de concurrence, pas de compétition. Muriel, dans toutes ces histoires et tous ces villages, tous ces écolieux que vous avez, et toutes les personnes avec qui vous avez partagé votre vie pour réaliser cette série. Ouais, c'est ça. Alors déjà, eux, en fait, ils se projettent vraiment dans un monde, encore une fois, c'est de dire, on est conscient que ce modèle-là, basé justement sur la compétition, la croissance économique, tous ces modèles-là ne marchent pas, donc on va en inventer un autre. Donc à partir du moment où ils partent sur ce chemin-là, il n'y a plus vraiment toutes ces questions-là, parce que beaucoup, il n'y a plus vraiment de compétition, il n'y a plus vraiment d'objectifs de gagner de l'argent, de choses comme ça. Donc l'intelligence se partage sur des choses vraiment très concrètes, quoi. Et ensemble, on se retrouve pour repenser l'alimentation, se réapproprier finalement parfois des savoirs anciens qu'on avait laissés sur le côté, encore une fois, peut-être au nom d'une croissance, d'un progrès, on ne sait pas trop. Donc, c'est vraiment repenser toute une logique de vie en local, en respect de l'homme, de la nature. Et
enfin, je ne sais pas si ça répond vraiment à votre question. Ce que j'ai beaucoup aimé chez ces gens-là, c'était se dire, voilà, conscient que ce système ne marche pas, conscient que l'école nous a peut-être pas apporté en fait tous les bons outils pour vivre nous-mêmes cette relation, cette connexion avec la nature, on va tout réinventer. Et cette idée de se dire, on se réunit, on se met ensemble autour d'une table pour réinventer, je trouve ça très très chouette, quoi. Évidemment, ce qui nous intéresse, en tout cas moi, c'est les outils. C'était les questions que j'avais posées tout à l'heure à Michel et que je poserai tout à l'heure à Antoine Brachet. C'est comment ça marche. Qu'est-ce que vous avez vu comme outil de prise de décision et de fonctionnement pour que tout ça se passe de manière harmonieuse Alors, c'est pas toujours très formel, en fait, quoi. Il y a vraiment, dans les 4 épisodes là, que vous avez pu voir, et puis d'une manière générale à toutes ces expériences auxquelles j'ai pu m'intéresser, il y a vraiment des expériences. Vous parliez du 4e, là où on parle un petit peu plus d'éducation. Là, il y a vraiment, il y a une charte, on vit ensemble parce qu'on partage aussi des bâtiments communs, on partage le souci de l'alimentation en commun, on fait des réunions 1 à 2 fois par semaine, où là chacun donne son avis sur à peu près tout ce qui font les règles de la vie en société, où là, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qu'on soit âgé, très jeune ou moins jeune, et toujours droit à la parole. Donc ça, ce village-là fonctionne de cette manière-là. Après, je suis allée au Canada, où là, c'est beaucoup plus, chacun a sa maison, chacun est propriétaire de sa maison. Donc en fait, on se réunit de temps en temps pour parler de l'attribution des terres, en fait, puisque ensemble ils achètent des terres. Donc est-ce qu'on va les attribuer le fonctionnement de cette parcelle à de l'agriculture, ou bien est-ce qu'on va accueillir un nouvel habitant dans le village? Ensuite, il y a le hameau du côté de Nantes où je suis allée. Là-bas, en fait, il n'y a absolument aucune règle, il n'y a absolument rien qui n'a été décidé comme ça. C'est juste que les personnes qui ont créé ce hameau sont connus maintenant pour être les plus anciens autonomes de France. Donc, ça fait une 40aine d'années qu'ils vivent comme ça. Ils ont aujourd'hui un certain âge, ils ont 70 ans. Et en fait, les choses sont venues très simplement en fait, pour dire, voilà, nous, on a envie de vivre avec des personnes peut-être plus jeunes que nous aussi, parce que dans l'idée qu'on va vieillir, peut-être que notre expérience pourra servir à des plus jeunes, peut-être que nous, on pourra aussi garder des enfants, pendant que ces personnes-là plus jeunes pourront nous accompagner à un moment de notre vie où nous, on en aura besoin. Et les choses se font de manière assez simple, en fait. Donc, des jeunes ont rejoint cet éco-hameau, et puis assez simplement, les terres étaient là et chacun les cultive. Il y a absolument pas de règles imposées, quoi. Donc, voilà, il n'y a pas... Et c'est ça, en fait, que je trouve assez chouette, c'est qu'il n'y a pas une formule magique, quoi. Il n'y a pas un menu, il n'y a pas... Ces gens-là, à aucun moment, ne sont là pour dire il faut vivre de cette manière-là. Il y a vraiment cette conviction commune qui les anime tous que la manière dont on vit aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Donc, comme je disais tout à l'heure, ce sentiment de faire de sa vie un laboratoire, allons-y, essayons, créons autre chose. Ça marche, ça marche pas. Et dans cette manière de vivre ensemble, il y a aussi beaucoup de choses à inventer. Et là encore, je permettrai juste de dire ça, parce que c'était en parlant de ce éco-hameau du côté de Nantes, d'une manière générale, quand on voit aussi la manière dont vivent ces gens-là, et quand on se souvient de ce qu'on nous racontait peut-être nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, pour ceux qui ont eu la chance de les connaître, finalement, on se rend compte que cette intelligence collective, c'est probablement pas quelque chose de révolutionnaire. C'est peut-être qu'entre la période d'il y a 50, entre 50 et 100 ans, les choses se faisaient peut-être plus par nécessité, par obligation, parce qu'à l'échelle d'un village, on avait besoin d'avoir les bras du voisin pour aller récolter, et puis la présence de la voisine pour les enfants, et puis ces choses-là, on les a oubliées, on nous les a faites oublier, je ne sais pas, au nom d'un progrès, d'un savoir. On a sectorisé, on nous a séparés de nos voisins, et puis en fait, ces gens-là réinventent rien d'autre que la complémentarité, la solidarité, le fait de vivre ensemble et de partager des expériences et des savoirs, quoi. Et c'est ça que je trouve juste intelligent, et qui pour moi s'apparente plus en fait à une forme de bon sens. C'est juste ça, en fait. On parlait tout à l'heure avec Michel au sein du CERN, donc avec cet énorme mastodonte de médiateur en cas de conflit ou de désaccord. Là, le monde que vous nous présentez, Muriel,
c'est presque un monde idéal. J'imagine quand même qu'il peut y avoir des frictions. Les humains restent des humains, et heureusement, sinon on s'ennuierait. Comment ça marche? Il y a des… Pardon pour ces questions qui peuvent paraître très béotiennes, mais c'est vrai que le mode de fonctionnement doit aussi être un petit peu inspirant. C'est vrai que quand on voit vos films, on se pose aussi des questions sur son mode de vie. En tout cas pour moi, qui suis parisien et qui vit dans une société, dans le même mode de société depuis bientôt 50 ans. Comment ça fonctionne? Il y a des désaccords? Ça se règle facilement? Tout ça se passe toujours en parfaite harmonie? Non, enfin, comme je vous disais, au final, ça reste dans ces villas, comme partout, ça reste des humains avec des égos, avec d'autres soucis qui font parfois, il y a des frictions, bien évidemment, mais quand on parle d'une collectivité, après, il y a un intérêt général qui est là, et en général, toutes les décisions qui sont prises, quand il y a une décision collective, il y a, hein, encore une fois, je l'ai dit, c'est pas partout, il y a quand même cette conscience qu'on va faire les choses au mieux pour tout le monde. J'ai jamais vu, en tous les cas, les soucis humains auxquels j'ai pu assister, dont j'ai pu entendre parler, c'est vraiment plus des problèmes de personne à personne, quoi, d'ordre vraiment très humain. L'intérêt général est toujours porté au-dessus de ça. Donc en fait, Ouais. ça contredit Sartre qui disait l'enfer c'est les autres. Peut-être qu'on peut aussi, quand on partage un but commun, on peut peut-être réussir à s'entendre. Il y a cette question de taille quand même, que ce soit avec vous Michel, quand vous êtes avec tout ce monde, enfin toute cette communauté très importante du CERN, ou Antoine, les sujets que vous traitez, on parle du grand débat, 4 millions de verbatim, il y a une question de taille critique. Est-ce que c'est pas, d'après vous, plus facile quand même de réussir à gérer une communauté de quelques individus, de quelques dizaines d'individus, plutôt que d'arriver à quelque chose d'énorme comme ce que vous avez eu à gérer, Michel, et ce que vous gérez, Antoine? Alors, pour nous, pour l'aventure de la construction de la machine et des détecteurs, on fragmente, au départ, donc on a une vue d'ensemble, et on fragmente les responsabilités et les détecteurs en petits morceaux, de sorte que les gens s'inscrivent sur la partie sur laquelle ils souhaitent travailler. Et donc, ça fait effectivement des petits groupes qui vont réfléchir à la manière d'optimiser chacune des petites parties du grand ensemble. Donc, les décisions qu'on prend sont quand même pas d'un seul coup avec les 20 000 personnes. C'est souvent des petits groupes d'une cinquantaine ou une centaine de personnes sur une petite partie. Ceci dit, il y a des grandes messes, des décisions collectives. Et là, une ou deux fois par an, il y a la mise en réseau de l'ensemble de la collaboration pour prendre des décisions plus stratégiques et plus lourdes. Et on essaye d'avoir des consensus. On l'a pas toujours, ça peut se terminer par un vote, c'est le pire, c'est malheureusement quand il n'y a pas consensus. Et donc à chaque fois, que ce soit à la petite échelle ou à la grande échelle, il faut arriver à remotiver les gens autour de la décision qui est prise. Quand vous dites la pire des choses, c'est le vote. Ça veut dire que quand on arrive au vote, c'est vraiment que… Ça veut dire qu'on n'est pas arrivé à avoir un consensus. Et donc, c'est l'arme ultime. C'est l'arme ultime. On essaie de prendre des décisions sans vote, mais évidemment, quand on ne peut pas, on prend le vote. Mais c'est un échec quand on arrive au vote. Ça veut dire qu'on n'est pas arrivé à un consensus. Antoine, cette notion de taille critique, c'est quelque chose qui vous anime, j'imagine, dans vos réflexions. Parce qu'en fait, là, j'ai plein de réactions. C'est passionnant, là, tout ce qui vient d'être dit. Ce que je note déjà, c'est qu'on a tous, on l'a dit chacun avec des mots différents, mais c'est que ce qui permet justement de dépasser cette question de l'ego, c'est d'avoir une cause plus grande que soi. Alors, il y a les mots qui ont été dits, objectif partagé, moi j'appelle ça une cause. Bon, peu importe, quelque chose qui fait qu'on se dit comment est-ce que je peux servir quelque chose de plus grand que moi. S'il devait y avoir un ingrédient, pour moi, c'est ce truc-là. Ensuite, ça avance. Le boson de Higgs, etc., etc. Le village qui fonctionne. Ensuite, sinon, bon, il ne se passe pas grand-chose. Ensuite, par rapport à ce qui était dit, il y avait la notion de Muel sur la question du village. Moi, ce qui m'intéresse effectivement, c'est comment est-ce qu'on passe du village au monde. Comment est-ce que justement on est capable de résoudre des grandes problématiques écologiques ou autres qui sont celles qu'on affronte aujourd'hui en tant qu'espèce au XXIe siècle, et comment est-ce qu'on peut aller dans cette direction-là. De ce point de vue-là, peut-être juste un point de zoom sur justement une méthodologie qu'on a utilisée pendant le grand débat national, à laquelle je crois beaucoup, et qui me fait d'ailleurs aller dans le sens de ce que disait Michel en disant le vote, c'est la pire des choses. Toute l'idée, en fait, c'est de se dire que dans n'importe quel ensemble humain, petit niveau, un village, une famille, ou peut-être à l'échelle du monde, eh bien, il y a évidemment des choses qui font consensus, et puis des choses qui font clivage, qui font controverse. On n'est pas d'accord. Et c'est très bien, il faut l'accueillir.
Nous, la manière dont on a procédé, et je prends justement cet exemple un peu incarné pour éviter de parler de manière théorique, c'est on s'est appuyé sur une méthodologie qui avait été développée par Michel Serres et Michel Authier, donc un philosophe et un mathématicien, qui s'appelle les arbres de connaissances, qui aujourd'hui est une méthodologie qui est utilisée par Cognito, qui est la société partenaire avec laquelle on a travaillé sur le grand débat national. Et l'idée derrière, c'était deux choses de Michel Serres et Michel Authier. La première, c'est celle que j'ai commencé à dire, qui est celle de il faut absolument respecter la parole citoyenne, ce qui est dit, quel que soit ce qui est dit. C'est-à-dire qu'en gros, je ne dois pas avoir de biais d'interprétation de ce qui est exprimé. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est effectivement, et d'où les arbres de connaissances, c'est quelle modalité de restitution, justement, de plusieurs millions de contributions, par exemple, sur un sujet donné qui pourrait être la transition écologique. Eh bien, la réponse qu'on a apportée, celle sur laquelle on a travaillé avec ces méthodes, c'était celle d'une représentation en forme d'arbre. Ça tombe bien, en plus, ça évoque la nature, etc. Et en fait, l'arbre, il y a un tronc. Le tronc, c'est ce qui fait le consensus, c'est ce sur quoi les gens sont d'accord. Et ensuite, il y a les branches. Les branches, c'est ce sur quoi les gens potentiellement ne sont pas d'accord. Il peut y avoir des controverses, il peut y avoir des débats. Et sous cette forme-là, moi, mon rêve, si on devait en avoir un, et puis je suis un indécrottable optimiste, c'est que justement, on n'en est qu'au début des choses. Que le grand débat national dans le cas d'espèce, ça n'était qu'une purge dans laquelle les gens se sont rapidement exprimés sur des sujets sur lesquels il y avait une sensibilité, une émotion, etc. Et que dans la représentation qu'on est capable d'en faire, derrière, il va y avoir des points qui sont des points sur lesquels la société dans son ensemble est d'accord. Par exemple, dès le grand débat national, tout le monde était d'accord sur l'urgence écologique. Il n'y a pas de débat là-dessus. Tout le monde est conscient. Ensuite, se posent d'autres questions qui sont des renonciations associées. Donc là, c'est le travail de Bruno Latour, etc. Ce que je garde, ce que je reste, etc. Mais ensuite, on identifie ces points de débat. Et ces points de débat peuvent être travaillés par plein de formats différents. On a travaillé avec Démocratie ouverte sur la Convention citoyenne pour le climat. C'est une modalité qui permet de travailler un sujet un peu plus en détail, en se demandant quelles sont les solutions qu'on peut faire aboutir. Il y aura des éléments de réflexion sur la nature du rapport au travail. On vient sur Hannah Arendt, sur du travail à l'œuvre, à l'ouvrage. Bon, il y a pas mal de choses qui sont en train de se passer. Et en tout cas, elles méritent d'être mises en débat entre des gens qui sont capables d'en parler. Et au final, la question, ce n'est pas de résoudre toutes les controverses. Une société, c'est une dynamique. Il y aura toujours des nouvelles controverses. En revanche, c'est peut-être petit à petit de faire grandir le consensus sur un certain nombre de sujets et donc de choisir des branches de l'arbre, si vous voulez. Et puis à un moment, il y aura d'autres branches, puis d'autres branches, puis d'autres branches. Et c'est très bien. Et c'est comme ça qu'on doit évoluer petit à petit. Et je suis d'accord, et je conclurai là-dessus avec ce que disait Michel, le vote, pour moi, c'est la fin des haricots. C'est vraiment s'il n'y a plus d'autres options. Il y a tellement de méthodes aujourd'hui qui permettent justement d'explorer la qualité de ou la richesse de ce que chacun propose quand on les met dans les conditions d'une conversation de bon niveau, que le vote, voilà, c'est vraiment parce qu'on n'a plus rien à faire, quoi. Voilà. Muriel, dans les villages et les lieux que vous avez visités, cette notion de vote existe ou alors on arrive toujours à un consensus quand même? C'est quoi? C'est la majorité? Comment ça fonctionne? Non, mais ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est effectivement, enfin, je suis assez d'accord avec ça, quoi. Une fois qu'on passe à ce système de vote, c'est qu'on a perdu toute possible discussion et accord entre nous. Et comme le disait Antoine, voilà, cet objectif qui nous dépasse, on se rend bien compte que chacun le porte en soi, en fait. Et en plus, il y a des outils de communication aujourd'hui, qu'on appelle la communication non violente ou d'autres. Enfin, il y a vraiment des outils qui permettent ce dialogue. Enfin, c'est pas mal à la mode, mais ça marche beaucoup quand même, quoi. Voilà, donc chacun a cette conscience-là, en fait. Et ce qui est assez passionnant quand on vous écoute tous, c'est cette idée d'interdisciplinarité. C'est-à-dire qu'il y a vraiment du respect et de l'écoute. C'est-à-dire qu'on sent, et je l'ai vu dans les films, c'est-à-dire que les gens collaborent pour construire, pour participer, et chacun vient avec son talent. Et donc, on est dans le non-jugement, on est dans l'empathie et dans l'idée que l'autre peut m'apporter quelque chose. C'est que ce soit au niveau local, citoyen, ce que vous avez vu Muriel, mais aussi jusqu'au niveau d'une grosse organisation comme celle du CERN. Muriel, ça c'est vraiment quelque chose parce que là on est vraiment sur la base, on est vraiment sur déjà comment ça se passe au niveau local. Chacun peut apporter quelque chose et on est vraiment dans l'attente de ça, du talent de chacun. Mais alors, ça va même beaucoup plus loin que ça, en fait. Et du coup, je vais parler de ce film-là que vous avez vu, le dernier, parce que là, ça demande vraiment
je me suis rendu compte à quel point des gens étaient réellement capables de changer complètement de logiciel par rapport à cette complémentarité dont vous parlez. Qu'est-ce que tu m'apportes, qu'est-ce que tu apportes à la communauté, comment ça peut fonctionner comme ça? Parce que quand on arrive là-dedans avec un modèle, on va dire, assez classique qui pourrait dire on vit en communauté, donc financièrement, tout le monde va abonder à la hauteur de ses moyens, et puis à partir de là, on va construire un projet commun. Et puis quand on déboule là-bas et qu'on se rend compte qu'en fait, non, ça ne fonctionne pas du tout comme ça, en fait. Je te considère en tant qu'être humain, ce que tu vas apporter à cette communauté, en fait, c'est ce que tu es en capacité d'amener aujourd'hui, mais l'argent, pour moi, n'a pas plus de valeur finalement que ta personnalité. Et que tu sois là parce que tu es quelqu'un de financièrement privilégié et que voilà, ton choix, c'est vraiment de faire bénéficier cette communauté au niveau financier, ou que tu arrives en tant qu'artiste parce que ton truc à toi, c'est jouer de la guitare et puis que c'est pas vraiment le moment pour toi de rentrer dans une logique économique, ou alors tu arrives parce que toi, tu es plutôt bricoleur et que tu vas te mettre à aider tout le monde pour construire sa tiny house ou peut-être t'occuper du jardin. Enfin, moi, en fait, c'est ça qui était vraiment super intéressant, c'est vraiment cette intelligence de dire tu n'as pas plus de valeur parce que tu as plus d'argent, parce que tu as tous les savoirs et tout ce qui constitue un être humain sont mis à ce même niveau plat dont vous parliez, Michel. Et du coup, cette intelligence, elle circule en tous les cas avec ce changement de logiciel en tête, quoi. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que dans la prise de décision, encore une fois, là encore, quand on arrive dans des réunions où on se dit, tiens, en fait, là aussi, le travail va être partagé. Puis il y a quelqu'un qui dit, non, en fait, moi, par exemple, nettoyer les toilettes sèches, c'est vraiment pas mon truc, quoi. Ok, donc tu le feras jamais. Et c'est pas grave, personne ne t'en tiendra jamais rigueur. Moi, j'arrive dans ta communauté et puis je vais amener ma joie de vivre, machin et tout ça. Mais en fait, j'ai pas d'argent, quoi. C'est pas grave, on t'accueille et puis un jour, toi, tu viendras aussi. Et alors ça demande quand même d'aller très, très loin, en fait, sur qu'est-ce que c'est qu'un être humain, comment on se place dans ce partage d'intelligence et qu'est-ce qu'on y amène chacun encore, quoi. Il y a une expression et une formule que j'aime beaucoup, je crois que c'était à Einstein, mais je n'aurais pas de dire de bêtises, et qui était de dire que notre époque se caractérise par une profusion de moyens, mais par l'absence d'une vision, en fait. Et ça, je trouve, pour moi, ça fait écho un petit peu à pas mal de choses qu'on s'est dit aussi, Antoine, quand vous parliez de ces fameux camps de base là auxquels on se retrouve. Et je trouve ça assez chouette parce qu'effectivement, on est aujourd'hui en capacité d'avoir cette intelligence partagée dans le monde entier, à tous les niveaux. Et qu'est-ce qu'on va en faire, quoi? Qu'est-ce qu'on va en faire? Quand on est à ce camp de base, on se dit, mais il y a quoi au sommet, en fait? Je vais vers où? Et ce que j'ai beaucoup aimé, en fait, dans ces très petites échelles, en fait, que j'ai eu la chance de côtoyer, c'est que là, l'objectif, il est concret, il est local, il est là, quoi. Donc déjà, à notre toute petite échelle, on ne va pas, on prend soin de la nature, on prend soin de l'être humain dans tout ce qu'il est. Et ensuite, comme vous posiez la question, Antoine, comment on fait ce rayonnement au niveau mondial? C'est déjà, je trouve, en toute humilité, de se dire, au niveau local, déjà, on fait ce qu'on veut. Et puis, dans notre tout petit village, tout petit hameau, ou alors tout seul aussi, hein, la première personne que je suis allée rencontrer, il vit seul en montagne. Mais il est quand même énormément en lien avec des associations, enfin, il y a pas mal de choses comme ça. Et ensuite, on crée des passerelles, quoi. Et c'est peut-être ce niveau-là qui, moi, m'intéresse aujourd'hui parce que les expériences que j'ai rencontrées, il y en a énormément en France, dans le monde entier. C'est plein d'intelligence intellectuelle multipliée en intelligence collective. L'enjeu aujourd'hui pour moi de ce qui nous attend dans les enjeux de demain, c'est vraiment de créer les passerelles entre tous ces lieux-là, quoi. Que ces sommes de petites intelligences individuelles réunies en petites intelligences collectives rayonnent dans une immense intelligence collective avec un but commun qui est juste pérenniser notre espèce, quoi, quelque part, sauver la vie. C'est un petit peu ça, en fait.
Ça, c'est un super sujet. On va en reparler dans un instant parce que là, vous avez évoqué plein de choses sur lesquelles on pourrait réagir point par point. Et en effet, comment faire que toutes ces petits îlots d'intelligence collective réussissent à avancer ensemble. Mais je voulais, avant ça, m'intéresser au travail d'Antoine Brachet, donc avec Blue Neuve. Vous avez commencé à en parler avec l'analyse de ces 4 millions de verbatims qui sont sortis de ce grand débat national. Mais revenons sur la méthode. Vous mettez en place des outils pour justement analyser et mettre en place de l'intelligence collective, que ce soit à très grande échelle, au niveau d'entreprises ou même de multinationales. Et vous avez des outils sémantiques d'analyse lexicologique et de traitement de langage naturel. C'est bien ça, c'est ces 3 outils principalement, et avec certains qui sont encore en développement. Tout à fait. Alors, ce que nous, on essaie de faire, on a beaucoup parlé du mot de conversation et on a vu les valeurs sous-jacentes. Le fait de s'écouter, le fait justement d'être capable de comprendre ce que peut apporter l'autre, etc. Donc, le principal, c'est de mettre en place les conditions qui permettent d'avoir la meilleure conversation possible entre un nombre de personnes qui peut être de quelques personnes jusqu'à plusieurs millions de personnes. Et en fait, là, on est au salon. Et au salon, en fait, il faut que chacun puisse s'exprimer. Et j'insiste, avant d'aller à la cuisine, dans le côté salon, sur le fait que ce qui nous intéresse beaucoup aussi, c'est que les timides puissent s'exprimer. Souvent, quand on génère une conversation, mais c'est pareil chez vous, vous faites un dîner, etc., il y a des gens qui vont beaucoup prendre la parole, puis d'autres un peu moins. Comment est-ce qu'on essaye de faire en sorte que chacun se sente accueilli suffisamment pour pouvoir prendre la parole, parce que c'est d'ailleurs souvent les personnes les plus timides qui parfois ont un peu plus de choses à dire. Voilà. Donc ça, c'est la partie de qu'est-ce qu'on essaye de mettre en place au salon pour que tout ça fonctionne. Et puis ensuite, il y a effectivement la cuisine. La cuisine, soyons clairs, les outils, les solutions non dissociées, ça n'est que des moyens. Ça n'est que des moyens. En plus, ils ne sont pas encore totalement, de mon point de vue, avancés. Pareil, si on prend l'image de l'Everest, on est camp de base numéro 1 ou 2. On est assez avancé chez Blue Neuve, on a beaucoup travaillé dessus, avec l'INRIA notamment, mais quand même, voilà, il y a du travail. Donc, il y a 3 méthodes d'analyse. C'est qu'en fait, si vous créez de la conversation, même la conversation là qu'on vient d'avoir entre nous, celle qui circule peut-être en parallèle, je ne sais pas, sur les réseaux sociaux au moment où cette conversation sera diffusée, on est capable de la capter. Ensuite, il faut l'analyser. Il y a plein de méthodes. De mon point de vue, la méthode la plus simplifiée, c'est l'analyse sémantique. L'analyse sémantique, c'est comme si j'avais des filets de pêche que j'avais prédéterminés qui disent là, quand j'ai parlé de tel sujet, ça c'est le sujet écologie, là c'est le sujet machin, c'est le sujet C, c'est le sujet D. Et ensuite, la techno va utiliser des ressources de synonymie pour dire bon ben ça, en gros, les gens parlent du même sujet, c'est dans le filet écologie. Voilà. Il y a une deuxième méthode que j'ai déjà commencé à évoquer quand je parlais du grand débat national, qui est donc celle développée grâce aux travaux de Michel Serres et Michel Lothier et avec Cogito, c'est la méthode de l'analyse lexicologique. Un tout petit peu technique, mais ce n'est pas très compliqué. En fait, c'est la reconnaissance de co-occurrence statistique de mots. Quel mot je mets à côté de quel autre? Et ça a une vertu monumentale, et ça revient à mon point d'un référentiel unique qui ne trahisse pas la parole et l'expression des citoyens, des collaborateurs, du village de Muriel, etc. C'est une méthode qui dit qu'on n'a pas préfilé, je n'ai pas mis de filet de pêche avant. Simplement, il y a des mots qui vont s'associer les uns aux autres. Du type, on l'avait pris l'exemple en préparant cette émission, Sébastien, évasion et fiscale. Bon, évasion fiscale, ils vont se rapprocher dans le grand débat national et à la fin, il y aura parmi les 4 millions de verbatims, une idée qui sera lutter contre l'évasion fiscale. Ensuite, les gens vont l'exprimer différemment. Il y a lutter contre l'évasion fiscale, il y a faire en sorte que l'évasion fiscale n'ait pas lieu pour, etc. En gros, il y a une idée derrière. Et comme ça, petit à petit, on remonte, puis on remonte, puis on remonte, puis on remonte, et à la fin, on a les thèmes. Souvenons-nous du grand débat national. Le gouvernement avait dit il y a 4 thèmes sur lesquels on doit s'interroger. A, B, C, D, écologie, fiscalité, etc. etc. Bon, en fait, nous, avec cette méthode, on a fait émerger 8 thèmes. Les gens se sont exprimés assez naturellement sur des thèmes qui n'avaient pas été prédidentifiés. Là, on revient à la petite notion de lâcher prise et d'accepter de laisser, de perdre le contrôle. Et nous, on a mis en évidence le fait que les gens s'étaient de toute façon exprimés différemment. Ça, c'est la deuxième méthode. Contrairement aux instituts de sondage, on le sait, une question oriente forcément la réponse. Vous, il n'y a pas de réponse attendue en fait dans votre exercice. C'est très ouvert. Ça évite les biais des instituts de sondage en fait. Exactement. Nous, on travaille beaucoup sur la question des biais cognitifs et notamment les biais de questions et toutes les méthodologies qu'on met en place. On prend grand soin de 2 choses. S'assurer que la conversation puisse être la plus libre possible, l'expression la plus libre possible. Parce qu'évidemment, plus elle est libre, eh bien moins il y a de biais possibles dans la manière dont j'ai moi-même posé la
question. Et l'autre élément, c'est un élément qu'on appelle l'imprévisibilité du futur. Pardon, l'imprévisibilité du futur. C'est de dire, je commence une conversation, il faut bien la démarrer avec quelque chose. Parce que pour le coup, là, on revient à, si vous aimez lire aux travaux de Loulipo, de Georges Perec, etc., entre la page blanche laissée, qui est un peu un mal de l'infini, jusqu'à trop de contraintes. Bon, il faut trouver quand même un petit curseur pour que les gens aient envie de s'exprimer sur un sujet. Si je vous dis, dites-moi ce que vous voulez sur n'importe quoi, vous êtes un peu sec, quoi. Bon, voilà. Mais derrière, le principe que je viens d'évoquer d'imprévisibilité du futur, c'est le principe qui dit, on va quand même commencer la conversation avec 2-3 guides, mais ensuite, peut-être que dans la conversation, il va y avoir des nouveautés. Et ces nouveautés, nous, notre boulot derrière dans la cuisine, en analysant justement, c'est de les remettre au centre. C'est de dire, si vous imaginez, je ne sais pas si vous connaissez les concepts de mind map, c'est je prends une idée, puis j'ai une branche qui dit que ça me donne telle idée, puis cette idée me donne d'autres idées, etc. Il y a peut-être 4 premières idées initiales qu'on a mis dans le cœur de la conversation pour faire s'exprimer les gens. Ça va faire des branches, puis des sous-branches, puis des sous-branches, puis des sous-branches. Et ensuite, on va se dire, oh là là, mais là, le petit point au fond à droite, là, il est passionnant. On va le remettre au centre et on va voir ce que ça génère comme conversation. Et donc, nous, on l'analyse derrière, soit, et je termine sur la partie cuisine, avec la deuxième solution qui est l'analyse lexicologique, ça on sait faire. Et la troisième, c'est l'analyse de langage naturel. Voilà, c'est très compliqué. L'analyse de langage naturel, pareil, pardon, un tout petit point technique, c'est de dire, quand quelqu'un s'exprime, n'importe qui, par exemple, quand là, je viens de m'exprimer, j'ai ce qu'on appelle une taxonomie associée à mon expression. Je dis des choses différentes. Je vais donner des arguments, je vais donner des concepts, je vais donner des exemples, je vais donner des idées actionnables, etc. etc. Voire des sous-entendus Alors, là, vous allez encore un cran qu'on n'est pas capable de maîtriser. Justement, vous avez raison. Vous avez raison. En l'occurrence, dans ce qu'on est capable de maîtriser, c'est de dire qu'il y a des marqueurs de langage. Quand je vous ai donné un exemple, j'ai commencé ma phrase par exemple. Bon, la machine peut aider et de se dire ça va dans la case, c'est un exemple. Et derrière, ça permet de structurer en fait la conversation de manière différente en disant tiens, on a identifié 40 concepts, on a identifié 70 exemples associés, on a identifié 43 arguments. Ça permet, vous voyez, de déporter la conversation pour essayer d'en comprendre un petit peu les sous-jacents. Par contre, vous avez raison, et c'est pour ça que je parlais de Graal, ou on en est au camp de base 1 ou je ne sais, c'est que non, les sous-entendus, on n'est pas capable de les déceler. La partie d'humour, elle n'est pas facile à déceler non plus. En plus, langue par langue, imaginez, on parlait du CERN, quand on doit traiter ces marqueurs-là en français, mais aussi en anglais, en thaï, en tchétchène, enfin, c'est un travail monstrueux. Et donc, dans la vraie vie, ce qui se passe, c'est que, quelle que soit la méthode utilisée, il y a aussi beaucoup de travail humain derrière pour récupérer une sorte de pré-filtre de la machine qui nous aide un peu. Et derrière, il faut qu'on travaille beaucoup pour sortir de cet amoncellement de conversation qui est dans tous les sens, des éléments un peu structurants qui permettent de la faire avancer. Voilà comment est-ce qu'on procède. Et on revient à cet aspect humain dont on a beaucoup parlé depuis tout à l'heure. Vous êtes en contact avec des institutions, des administrations, des entreprises. Et à la tête de tous ces organismes, il y a quand même des sachants, des personnes qui ont fait des études supérieures. Est-ce que… alors certes, les personnes ont demandé l'étude, ont demandé à ce que vous travaillez, mais après, est-ce qu'il y a suffisamment de lâcher prise à un moment donné pour se dire bon ok, cette réponse ne correspond pas du tout à ce que j'attendais, mais en fin de compte, vous avez raison. Est-ce qu'il y a quand même des freins à ce niveau-là? Quelqu'un qui est énarque ou a fait de très très hautes études, est-ce qu'il n'y a pas parfois un péché d'orgueil à l'analyse des résultats? La réponse en un mot est oui. Ensuite, de manière plus détaillée, je suis quand même assez optimiste parce que en fait, ça évolue vraiment très très rapidement depuis les 2-3 dernières années. Et qu'on a à l'époque, on avait quelques pionniers avec lesquels on travaillait qui acceptaient de lâcher prise. Maintenant, en fait, la plupart des dirigeants auxquels vous êtes allusion, qu'ils soient politiques ou économiques, comprennent bien, y compris un intérêt bien compris de l'innovation que peut apporter ce type de méthode, des nouvelles idées qui peuvent être émises et de ce que ça peut permettre de faire pour aller un cran plus loin. Donc, je suis quand même plutôt optimiste et d'autant plus que ça corrobore un élément auquel je crois fondamentalement et je pense de ce que j'ai entendu là, je pense qu'on sera d'accord avec Muriel et Michel là-dessus, qui est celui de l'ouverture en cours des différentes organisations les unes aux autres. Dit autrement, on est même presque à l'étape d'après, ce serait le camp de base 3, là, si vous voulez. Il commence à y avoir un certain nombre de dirigeants qui comprennent que
même à eux tout seuls, je suis le patron, je sais pas, de Veolia, même à moi tout seul, en fait, par rapport à la nature des enjeux que je suis auxquels je suis censé répondre, même avec tous les actifs dont je dispose, etc., Est-ce que vous êtes toujours là? Ou j'ai perdu tout le monde? Ah, j'ai perdu tout le monde. Ça y est, vous êtes là? pardon. Ah, ça y est. Non, non, Oui. non, mais en fait, je vous ai tous perdus pendant 10 secondes. Donc, vous disiez que ça évolue et que tous, là, vous sentez que ça bouge. Ça bouge, et le mot-clé que j'évoquais, pour reprendre, je ne sais pas si finalement ça a été entendu ou non, mais c'était que le mot-clé qui est en train d'apparaître, c'est celui de coalition. Les enjeux sont tellement importants que même si je suis, je ne sais pas moi, le président de la République française, je suis le patron d'un grand groupe du CAC 40, je suis, même avec tout ce que je peux faire pour aider, ça n'est pas suffisant. Donc je commence à réfléchir, à travailler en coalition, en écosystème ouvert avec d'autres. Typiquement, on est en train de travailler avec à la fois Danone, BNP Paribas et Engie sur des travaux spécifiques sur lesquels ces organisations qui n'auraient pas vocation normalement à le faire mettent leurs actifs en commun pour essayer de faire avancer les choses. Voilà. Donc, il y a des choses utiles qui sont en train de se passer. En revanche, oui, on revient à la question du lâcher-prise. Et peut-être un dernier mot, si vous me le permettez. Deux choses. Un, dans les méthodologies qu'on met en place, et si on reprend l'exemple du grand débat national, il me semble utile de constater qu'en fait, les gens vont s'exprimer de 3 manières différentes, si on essaie de prendre un peu de recul. Il y a « je n'ai pas conscience d'un sujet, je n'en parle pas ». Par exemple, il n'y a rien eu sur, je ne sais pas moi, l'impact de l'intelligence artificielle sur le marché du travail. Il y a un deuxième niveau qui est « j'ai une conscience de », mais je n'ai pas de solution. Et puis un troisième niveau qui est non seulement j'ai conscience de, c'est un sujet particulier, mais j'ai des solutions. Et si je suis un dirigeant, moi, je m'adresserai différemment à chacun de ces 3 niveaux. Le niveau 1, il y a de la pédagogie à faire, parce que c'est normal que tout le monde ne s'intéresse pas à l'impact de l'intelligence artificielle sur le travail. J'ai autre chose à faire, j'ai ma famille, j'ai mon boulot, c'est naturel. Il y a peut-être quelque chose de l'ordre de la pédagogie à avoir en creux ce que les gens n'ont pas dit. Le deuxième niveau, c'est le niveau, les gens ont une conscience globale de quelque chose, mais ils n'ont pas de solution. Là, ma posture peut être différente. C'est dire, il faut faire. Là, on fait du débat. OK, il y a un consensus, mais c'est quoi les controverses? Qu'est-ce qu'on essaie de faire avancer? On avance. Et le troisième niveau, c'est celui où il y a des experts techniques qui apparaissent. Dans les 4 millions de verbatim, je me souviens d'un moment particulier où je suis tombé sur quelqu'un qui avait signé une grande lettre de 4 pages et il avait fait un déroulé sur une résolution positive d'un problème avec de l'hydrogène. J'y connais rien. Donc, j'ai donné ça à un copain qui travaille chez Air Liquide et qui est spécialiste de ces questions-là. Je lui ai dit, t'en penses quoi? C'est du vent, c'est fumeux. Il a regardé le truc, il m'a dit, mais c'est dingue. Ce mec a trouvé des solutions incroyables. Bon, il y a des experts qui ont été identifiés. Il faut travailler avec eux. Ces gens-là n'ont pas eu l'occasion de s'exprimer parce qu'ils sont, le gars était à côté de, je sais plus, à Saint-Étienne, je crois. Bon, il n'était pas à Paris, Paris des Airs français, tous ces bêtises-là. Et donc, il n'est pas repéré, mais il avait des idées hyper intéressantes. Voilà, c'est ce que je veux dire. Et le dernier point, c'est aujourd'hui, on a une chance unique, de mon point de vue, de faire avancer la machine bien plus que jusqu'à présent, d'atteindre le camp de base 3 en France. Pourquoi? Parce que pendant la crise sanitaire, il y a de nombreuses plateformes qui se sont créées spontanément par les citoyens. On en a nous-mêmes lancé une, Notre Nouvelle Vie, avec TF1, Sciences Po et LCI, mais il y en a eu plein. Et il y a 400 ou 500 000 contributions. Il y a un trésor de gens qui se sont exprimés sur ce qu'ils attendent de ce qui n'est pas un monde d'après, parce qu'il n'y a pas de monde d'après, il y a un monde en transition, il y a des récits de transition. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a commencé à analyser tout ça. Et ce que disent les gens, c'est qu'ils sont déjà en train de trouver des solutions qui sont différentes. Ils sont prêts à faire des choix, ils sont prêts à renoncer. Et ces éléments-là, nous, on va produire, on l'espère, on est en train de discuter là-dessus, cette analyse-là, de telle manière, en open data, et on a lancé un site qui s'appelle aprèsmaintenant.org pour que tout le monde puisse y avoir accès, les chercheurs, etc. Nous, on fera notre propre analyse. Et derrière, il y a le trésor d'écriture de ce qu'on a envie de faire ensemble en France. Et je pense que ça peut être un exercice totalement inédit, parce que, et je conclue là-dessus, il est à l'opposé du problématique qu'on avait au grand débat national, qui était que les questions étaient orientées. Là, c'est né spontanément. Il y a eu des questions sur tout, le télétravail, le revenu universel, comment vous vivez, le machin. Ça a été inspiré de Bruno Latour, Tout a été fait, toutes les méthodologies ont été utilisées. Il y a un trésor essentiel
qui reste à exploiter. Pardon, j'étais un peu long, mais… Non, c'était passionnant, ne vous excusez pas. On arrive à la fin de cette émission. Je vais vous donner la parole pour conclure chacun. Je l'ai déjà dit tout à l'heure et vous n'avez pas forcément réagi dessus, mais ce qui ressort quand même, il y a beaucoup de choses qui ressortent. Je crois qu'on a fait le tour des biais humains et de l'ego, du lâcher-prise. Ça, on a bien compris que c'était une clé. Si on revient au CERN qui crée en 89, je crois, le web, pour laisser en open data, comme vient de le dire Antoine, la connaissance, et également à ce que disait tout à l'heure Muriel, que tous ces îlots d'intelligence collective réussissent à collaborer entre eux. J'ai l'impression que le partage de connaissances fait partie quand même d'une des clés. La pédagogie, et pour pouvoir avancer, c'est peut-être le fil rouge qui relie l'ensemble de ces expériences à petite ou très grande échelle d'intelligence collective. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je peux dire un mot donc, pour le CERN. C'est vrai que le CERN est maintenant la locomotive de ce qu'on appelle Open Science, c'est-à-dire la science ouverte, où toutes les données sont disponibles pour tout le monde. Tous les papiers sont en libre accès. Il n'y a pas de brevet. Toutes les innovations sont partagées. Le web, en fait, la grande contribution du CERN, c'est de l'avoir mis accessible gratuitement. Donc, l'idée, c'est que toutes les innovations sont accessibles à tous et sont des mini-biens mondiaux, chaque innovation et évidemment chaque connaissance que peut utiliser l'humanité. Donc, ce modèle-là, je pense que c'est quand même assez inspirant. Et si je dois conclure, je conclurai un peu sur la devise qu'on met au CERN, mais qui est appropriée à mon avis pour l'intelligence collective. Il faut rêver l'impossible pour réaliser le possible. L'impossible, c'est rêver le possible, c'est avoir une vision partagée, c'est ce qu'on disait au début. Pour réaliser, donc ça c'est du long terme et du mondialisé. Et pour réaliser le possible, c'est du local et du court terme. C'est-à-dire ce qu'on peut réaliser, c'est effectivement le camp de base 1. Donc, il faut le faire à relativement brève échéance et le faire chacun localement. Voilà, donc c'est une citation de Goethe, mais qu'on met à l'ordre du jour pour montrer un peu l'esprit dans lequel on travaille. Muriel Barra. Oui, c'est pas le mot de la fin quand même. Non, mais il y a tellement de choses à dire là-dessus. Il faudrait une émission continue. Mais vous voulez qu'on fasse une deuxième émission, ouais, l'épisode 2 à la rentrée? Pas de problème. Je suis sûr qu'on a plein de choses à dire encore. C'est vrai que on ne se situe pas du tout dans les mêmes échelles et c'est tellement intéressant tout ce que vous dites sur justement tous ces outils, sur comment on partage cette intelligence, comment on partage les données, comment on partage tout ça. Moi, j'ai vraiment toujours cette même obsession de vision, quoi. C'est quoi la vision aujourd'hui, quoi? Qu'est-ce que c'est? Et je reviens de manière aussi un petit peu obsessionnelle parce que je trouve que c'est un petit peu mon truc du moment, là, cette aberration de la 5G. On se dit, là, pour le coup, Antoine, si je reprends ce dont vous parliez tout à l'heure, là, la pédagogie, il n'y en a pas eu. Effectivement, on ne parle pas d'intelligence artificielle, mais en fait, on ne nous en a jamais vraiment parlé. C'est un truc comme ça, quoi. De débat, il n'y en a pas eu. Et pourtant, c'est un truc qui est là et qui, il me semblerait, va complètement à l'inverse, en fait, de tout ce que probablement vous avez dû annoter dans vos millions de vœux émis par les citoyens. Donc, il y a vraiment quelque chose pour moi là, de l'ordre de la vision, du récit de l'humanité, en fait, quoi. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire de toute cette intelligence-là, qu'elle soit collective ou individuelle? Qui est-ce qui nous crée ce récit-là, qui nous donne envie de nous réunir pour partager, pour avancer ensemble vers ce destin commun, je l'espère, quoi. C'est pour ça que moi, ces dimensions-là, en fait, elles me donnent le vertige, elles me fait vraiment peur, quoi. Et du coup, ma petite échelle locale, là, on peut voir qu'il y a des choses qui fonctionnent et que quand on les écoute, finalement, leurs témoignages, quand bien même ils sont tous très concrets et tous à échelle très, très locale, moi, il me semble qu'ils résonnent vraiment sur une vision du monde qui est juste en respect de tout le vivant, quoi. Voilà, c'est juste ça. Merci beaucoup. Est-ce que on est un peu à la maison, donc vous pouvez reprendre la parole. C'est pas. Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose, Antoine, Michel Puisqu'on est parti sur la 5G pour terminer, est-ce qu'il y aura un débat citoyen sur la 5G? J'en sais rien. Est-ce que ça va être Alors, on l'a proposé, nous. On essaye de discuter avec justement avec les bonnes personnes pour lancer un débat sur le sujet en considérant que ce débat doit avoir lieu.
Pour être très clair, on avait initié les conversations avant la crise sanitaire. Je ne les ai pas repris depuis. Mais vous me faites penser qu'il faut que je les reprenne. J'aimerais bien arriver à pousser ce sujet-là. On verra si ça peut avoir lieu. Voilà. Non, parce que Excusez-moi, est-ce qu'il n'est pas trop tard en fait, quoi? Est-ce qu'on n'a pas déjà, quand on regarde à une certaine heure du matin, on se rend bien compte que dans le ciel, tout est prêt, les satellites sont là, les antennes sont partout. Est-ce qu'à un moment donné, on est dans un pays démocratique, est-ce qu'on nous a une seule fois posé la question de savoir si on avait vraiment envie d'avoir un frigo connecté? Est-ce que c'est cette vision-là, ce projet-là, qu'on a envie d'offrir à nos enfants? Là, pour le coup, moi, je suis assez comme vous, en fait. Je pense à peu près la même chose, hein, y compris pour mes propres enfants. Mais le problème, c'est que là, on pourrait engager un débat qui dure, le débat qui devrait avoir lieu. Je suis d'accord avec vous. En fait, le débat aurait dû avoir lieu. Il n'a pas réellement eu lieu. Ensuite, c'est la seule question à se poser pour moi à ce moment-là, c'est est-ce que, moi, si je dois me poser la question pour passer à l'action, hein, pour faire quelque chose, je me dis, est-ce que je vais faire Don Quichotte ou pas? C'est la seule question que je me pose. En gros, est-ce que, comme vous le dites, le jeu est déjà plié, donc de toute façon, quel que soit le débat, de toute façon, ça existe, c'est fait. Et puis ensuite, il y a un effet d'entraînement qui est que, comme d'hab, panurgisme, tout le monde passe à la 5G, donc on passe à la 5G. Bon. Ou alors, est-ce qu'il y a encore quelque chose qui peut être mis en place pour proposer justement peut-être une vision un peu décalée, qui en tout cas permette de s'interroger, y compris peut-être sur l'usage des satellites qui sont préexistants dans le ciel. Je ne sais pas. Moi, mon intuition personnelle et mon mode de fonctionnement, peut-être parfois je vais être Don Quichotte, mais j'ai envie quand même d'essayer en me disant peut-être ça sera un petit quelque chose. Mais bon, peut-être que rien du tout, hein. Peut-être que je vais m'épuiser je pense qu'il faut, même si c'est un peu tard, et il faut quand même essayer de faire un débat collectif. Oui. Eh ben, on en reparle ensemble si vous voulez. Hein. Si j'arrive à pousser le truc, on en reparle avec vous, enfin Muriel et Michel. Oui, parce que moi je ne suis pas expert du truc, hein, je réagis peut-être de manière instinctive, mais c'est quand même des centaines d'experts à travers le monde qui depuis des mois, nous disent que c'est juste l'invention la plus absurde que l'être humain ait créée. Et tout est là, tous les chiffres sont là. Et quand on nous met en face, on nous fait briller les yeux, comme vous disiez, enfin, les soleils qu'on allume, c'est un frigo connecté, quoi. Enfin, je caricature bien évidemment, mais et là on se dit, quand on parle de vision, de récit d'humanité, est-ce que c'est ce destin-là que je veux offrir à mes enfants? Moi, ça me fait vraiment très très peur, en fait, ça. Et la 5G, c'est un très bon cheval de bataille là-dessus. Je vous propose… Tout, parce que là, pour le coup, la gouvernance mondiale, enfin, là, quand on parle d'intelligence collective, de modèles de gouvernance de société, tous les sujets sont traités à travers cette technologie-là. C'est vraiment… Je propose… Mais quand même la télémédecine et des choses qui peuvent être un progrès pour l'humanité. Hein. La télémédecine, c'est quand même pas rien. Alors, je suis en train de perdre le contrôle. On est en train de partir sur un deuxième débat sur la 5G qui je trouve passionnant. Voilà. Et en effet, les questions d'algorithme, Aurélie Jean, qu'on a reçue, en parle beaucoup dans son livre. Elle ne parle que de ça. De l'autre côté de la machine, je vous invite à le lire pour ceux qui ne l'ont pas lu. Aurélie Jean, donc, qui est numéricienne et qui parle du biais humain. On en a un peu parlé pendant cette émission du biais humain, puisque entre la machine et la chaise, il y a un être humain, donc c'est quand même lui qui programme les algorithmes. Donc il y a aussi quelque chose d'assez intéressant, mais les questions de 5G, de domotique, d'intelligence artificielle, qu'il faudrait d'ailleurs plus appeler intelligence assistée qu'intelligence artificielle, parce que le terme IA renvoie à des choses un petit peu dystopiques, mais elle peut être intéressante, cette intelligence assistée. Mais voilà, on pourrait faire, moi je vous invite, il n'y a pas de problème, l'effet pangolin est de retour à la rentrée. On peut tout à fait refaire une émission sur ces sujets-là. Et puis le Festival Atmosphère qui fêtera ses 10 ans cette année, du 6 au 11 octobre à Courbevoie. Eh bien, vous êtes les bienvenus. Vous êtes déjà venus tous les trois. Michel, évidemment, est plus que le bienvenu, puisqu'il fait partie de l'organisation en étant au comité scientifique. Mais Muriel, vous êtes déjà venu présenter vos films, et Antoine, vous êtes également venu intervenir dans le festival. Donc, vous êtes les bienvenus pour ces 10 ans. Et je serais ravi d'entamer un nouveau débat avec vous. C'était passionnant. Toujours trop court, évidemment. Donc, merci beaucoup. Merci à vous trois de nous avoir partagé vos expériences autour de ces questions d'intelligence collective. J'en profite pour vous dire que la semaine prochaine, on aura une émission sur les limites et on verra ça de différents points de vue avec le neuroscientifique Sébastien Boller, auteur du Bug humain.
On sera avec le militant Yazid Karfi qui a été dans la délinquance et même dans le banditisme et qui aujourd'hui s'investit au niveau social. Et puis la chanteuse Guédré qui aborde tous les sujets sans limite. Donc voilà, on va aborder cette notion de limite et de sans limite à différents points de vue. Vous pouvez bien sûr nous rejoindre sur les réseaux, notre chaîne YouTube, notre page Facebook et puis avec le hashtag l'effet pangolin. Et merci à toute l'équipe du Festival Atmosphère qui a contribué à ce que cette émission existe depuis maintenant 11 numéros. On l'a montée en une semaine, cette émission, à l'époque, au début du confinement. Et là, elle est partie pour durer et pour devenir un espace de réflexion sur le web où on pourrait entamer des grands débats. Je dis ça comme ça, Antoine, peut-être qu'il y a un outil peut-être pour initier des discussions. On pose des choses et puis voilà, c'est de la matière vivante, c'est ça l'avantage du web. Juste avant l'émission, on parlait avec Muriel de notre sentiment parfois de ne pas pouvoir disposer d'un retour suffisant sur les grandes questions que l'on se pose autour de la société dans les médias traditionnels. Voilà. Ces espaces numériques nous permettent justement d'aborder des questions et de laisser circuler la parole. Donc merci à Pascal Signolet, Laurence Lafito, Virginie Lagrange, Laurent Le Triard, Marie-Lou Signolet, Mélanie Faure, Julie Lefebvre, Solange Ainsi, Marie-Odile Manchicourt et Steve Albaré. Merci à F5 et à Raphaël Sigmuller de Uprightly. À la semaine prochaine. Merci à vous. À bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.